Et bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On est là pour une nouvelle conférence. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Hugo Le Chevalier qui est avec nous. Bonjour Hugo, Salut. qui est ingénieur écologue, qui va nous parler d'histoire écologique et qui est également donc membre fondateur de l'association Ad Naturam qui vulgarise l'écologie auprès du grand public. Donc, si tu es paré Hugo, je te laisse la parole. Allons-y. C'est parti. Merci Agatha. Alors, je vais lancer. Hop, hop. Voilà. Sommes-nous bons? Je pense que nous sommes bons. Moi, je vois tout en tout cas. Bonjour tout le monde. Donc, je vais vous parler d'histoire écologique et plus particulièrement trois histoires que j'ai choisies assez subjectivement parce que je les ai trouvées très surprenantes. Alors, avant toute chose, hop, voilà, l'écologie, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on va parler d'histoire écologique, mais on va pas vraiment parler d'énergie verte ou de tri des déchets, on va parler vraiment d'écologie au sens propre. L'écologie au sens propre, c'est une science, c'est une branche de la biologie, donc qui étudie le monde vivant, et plus particulièrement, l'écologie se concentre sur les interactions du monde vivant. Donc, c'est l'étude des interactions des organismes vivants entre eux et avec leur environnement. Alors, l'intérêt de l'étude scientifique des interactions du vivant, elle est assez importante parce que notre vision du monde, finalement, est un peu comme une photographie à l'échelle de la planète. Nous, on visualise de manière assez subjective notre environnement, de manière très contrainte dans le temps et dans l'espace. L'étude des interactions du vivant nous donne une image beaucoup plus vaste sur le fonctionnement. Alors, du coup, si vous pensiez que c'est assez ennuyeux la science, là, on va découvrir des interactions du vivant qui sont assez surprenantes. Et on va commencer avec des organismes que je pense vous connaissez, les poissons clowns. Alors bien entendu, on commence sous l'océan parce que la vie est super, mieux que sous la terre, sous l'océan. Les poissons clowns que jusque-là, tout le monde a déjà dû voir, peut-être pas dans la nature, hein, mais au moins au cinéma, bien sûr, le monde de Nemo, grand représentant des poissons clowns, en la présence de marins et de Nemo, ces petits poissons orange rayés de blanc, typiquement des amphiprions ocellaris ou peut-être des amphiprions percula. En fait, on ne sait pas trop quelle espèce c'est finalement parce que chez les poissons clowns, il y a plusieurs dizaines d'espèces différentes, toutes avec des particularités, leur comportement, des habitats, etc. Donc là, je vais vous parler des poissons clowns. Il faut bien savoir, donc petit disclaimer, il faut bien savoir que ça reste très général. Une interprétation très générale de les poissons clowns dans leur ensemble. Heu, donc toutes les infos qu'on a ont été tirées d'études menées sur diverses espèces de poissons clowns, donc des fois une, des fois l'autre, pas toutes les mêmes. Voilà, on fait une généralité. Donc bien entendu, on n'ira pas dans les détails. Si jamais justement vous vous posez des questions bien précises, n'hésitez pas à en parler dans le chat, on y répondra à la fin de la conférence. Donc allons-y. Les poissons clowns, comment ça se passe? Première chose à savoir, c'est que les poissons clowns, ils vivent pas vraiment seuls, ils partagent leur vie déjà avec un autre organisme marin, les anémones de mer. Les poissons clowns vivent avec les anémones de mer. Ces organismes, donc les poissons clowns et les anémones, entretiennent une interaction qu'on appelle mutualiste. Donc l'interaction mutualiste, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour les deux parties, à la fois pour les poissons clowns et pour les anémones de mer. Dans ce cas précis, en fait, les poissons clowns, ils vont, en vivant dans l'anémone, nettoyer en quelque sorte l'anémone en mangeant les parasites, les déchets qu'il peut y avoir, et l'anémone, qui est, rappelons-le, une cousine des méduses, donc avec des tentacules assez urticants, va protéger les poissons clowns qui vivent dedans. Alors, on va regarder un peu plus près comment ça se passe, parce que la vie dans une anémone, c'est pas si simple à imaginer. En réalité, les poissons clowns vont vivre en petits groupes. Ils ont un mode de vie assez particulier, ils vivent en petits groupes de 2 à 6 individus environ dans leur anémone, qu'ils ne quittent que rarement. Et ces groupes sont assez bien structurés finalement en termes de société. On retrouve un couple reproducteur avec une femelle dominante qui gère le groupe, et plusieurs individus, bon, parfois, des fois il n'y en a pas, mais parfois il y en a, des petits individus non reproducteurs, qu'on va dire subordonnés, et qui vivront avec le couple dominant dans l'anémone, des colocataires en quelque sorte. Et là où ça devient un petit peu bizarre, c'est quand on regarde le mode de reproduction des poissons clowns. En fait, ce sont des individus qui sont des hermaphrodites successifs protandres. Dit comme ça fait un peu peur, je le conçois.
Ce que ça signifie, on va décomposer tout ça, c'est que ce sont donc des organismes hermaphrodites. Ils ont les 2 sexes, ils sont mâles et femelles. Mais pas comme les escargots, ils n'ont pas les 2 sexes en même temps, ils sont hermaphrodites successifs, ils vont donc changer de sexe au cours de leur vie. Et successifs protandres, c'est-à-dire qu'ils vont naître mâles et en grandissant, ils vont devenir des femelles. Donc plus ils grandissent, arrivé à un point, ça devient des femelles. Alors qu'est-ce que ça signifie finalement en termes de groupe tout ça? Donc dans un groupe standard de poissons clowns, d'une demi-douzaine d'individus, on retrouve donc une grosse femelle, donc le plus gros individu, le plus vieux, du coup la plus vieille en l'occurrence, c'est la femelle dominante. Le deuxième individu plus gros, c'est le mâle reproducteur qui va former le couple avec la femelle, et ce couple donc sera accompagné de plusieurs petits individus mâles qui sont, eh bien, mâles pour toujours en quelque sorte. Parce que la femelle dominante a cette capacité de bloquer la croissance des autres membres du groupe. Tant qu'il y a une femelle dominante dans le groupe, eh ben, elle va inhiber la croissance, sa présence inhibe la croissance, donc les autres individus vont plus grandir, et comme ils ne grandissent plus, ils ne pourront pas changer de sexe. Donc on se retrouvera toujours avec une seule grosse femelle. Ce que ça implique, c'est que si cette femelle disparaît, qu'il lui arrive malheur, ça peut arriver, et bien à ce moment-là, il n'y a plus rien qui inhibe la croissance des poissons, donc ils vont pouvoir continuer à grandir. Donc le deuxième plus gros, le mâle dominant, enfin le mâle reproducteur, va grandir et va devenir femelle en premier. Quand il deviendra femelle, donc ce poisson va de nouveau bloquer la croissance des individus qui sont subordonnés. Le plus gros des subordonnés devient le mâle reproducteur, l'autre est devenu femelle, ça reforme un couple, et on se retrouve donc avec un couple dominant, des individus subordonnés, et même une place qui s'est libérée qui pourrait permettre d'accueillir un nouveau colocataire dans le groupe. Donc c'est quelque chose d'extrêmement pratique, d'extrêmement optimal finalement en termes de fonctionnement, ce qui signifie que s'il y a un accident dans le couple, eh ben, que ce soit le mâle ou la femelle, il est tout de suite remplacé. Hop. Alors on peut se poser la question de pourquoi un tel fonctionnement, finalement ça paraît un peu étrange, est-ce que c'était pas plus simple d'avoir plusieurs femelles ou d'avoir juste un couple? Bon, en fait, il y a plusieurs explications. Majoritairement déjà de manière biologique, on retrouve une explication sur la dominance des femelles, tout simplement parce que, comme chez beaucoup d'autres animaux, eh bien la fécondité augmente de manière exponentielle avec la taille. Plus les femelles sont grandes et plus elles vont être fécondes. Elles auront des gonades assez conséquentes et donc elles pourront pondre de plus en plus d'œufs, etc. Donc une grosse femelle, eh ben, c'est bien pour la reproduction. Et donc effectivement, quitte à avoir des grosses femelles, et ben, du coup, ça permet aussi de hiérarchiser le groupe chez les poissons, donc la taille, c'est un petit peu ce qui la force du poisson. Les petits poissons, ils vont pas s'attaquer aux gros poissons, hein, dans la même espèce en tout cas. Ici, donc avoir une grosse femelle, la grosse femelle qui inhibe la croissance des autres membres du groupe, rappelons-nous, bah, ça va nous permettre d'avoir une hiérarchie de taille dans le groupe. Et tout ceci, eh bah, c'est extrêmement optimal dans un groupe pas beaucoup nombreux qui partage un espace de vie assez restreint dans l'anémone. Ça va permettre voilà, de limiter les conflits sociaux, de limiter la compétition interne au groupe, et donc tout ce petit monde vit très bien dans l'anémone. Un fonctionnement étrange, mais très efficace. Mais là où ça devient un petit peu rigolo, parce que finalement on parle juste là que des poissons, hein, on parle assez peu de l'anémone, mais l'anémone elle a quand même son rôle à jouer dans l'histoire, eh bien c'est que le nombre de poissons dans le groupe, il est restreint. Il est restreint justement par le diamètre de l'anémone. En fait, dans ces milieux-là, dans les récifs coralliens où on retrouve les poissons clowns, les anémones font en moyenne une trentaine de centimètres. Et du coup, comme il n'y a pas vraiment d'anémones beaucoup plus petites ou beaucoup plus grandes, ben c'est ce qui va contraindre la taille du groupe de poissons. La taille des poissons et la taille de leur groupe. Voilà. Ils ne pourront pas être trop grands, parce que sinon ils déborderaient de l'anémone, ça n'aurait pas de sens. Ils vont pas non plus être trop petits, parce que bah, plus petits, ils seraient moins féconds, en tout cas pour les femelles, et du coup ce serait pas forcément hyper optimal en termes de reproduction. Donc il y a un genre de compromis qui s'est trouvé, avec une taille des poissons optimale, une taille de groupe optimale, environ une demi-douzaine d'individus qui dépendent directement du diamètre de l'anémone de mer. Et c'est là que c'est surprenant, parce que finalement, quand on y réfléchit en termes d'interaction, on voit que tout le fonctionnement de société des poissons clowns, qui est bah, jusque-là assez original, on retrouve pas vraiment ce mode de fonctionnement chez beaucoup d'espèces, eh bien ça dépend du diamètre des anémones. Le diamètre des anémones va représenter ce qu'on appelle la capacité de charge du milieu de vie, c'est-à-dire sa capacité d'accueil des individus qui vont vivre dedans. Et donc c'est ce qui va
déterminer également la taille du groupe, le nombre d'individus, la taille des poissons également, et donc le diamètre des anémones, c'est ce qui va influencer toute la structure, toute la structure de vie et même le mode de reproduction des poissons clowns au fur et à mesure de l'évolution. C'est comme ça que ça s'est plus ou moins mis en place. Voilà pour notre première histoire. Je ne sais pas si jamais vous vous y attendez, mais moi je m'attendais absolument pas à ce que le diamètre des anémones ait pu déterminer le mode de reproduction hermaphrodite successif protandre des poissons clowns. Voilà. C'était un petit peu surprenant et ce n'est qu'un début. Agatha, t'en penses quoi? Mais moi, je suis surprise aussi parce que cette histoire de taille, je pensais pas non plus que ça pouvait avoir une influence. Je pensais que, voilà, les poissons clowns, en gros, il y avait des mâles satellites, parce que, voilà, ils trouvaient une anémone, ils voyaient qu'il y avait un couple, ils s'incrustaient, mais qui c'était pas, vis-à-vis de la taille. Après, comme tu dis, c'est vrai qu'il peut pas y avoir plus de poissons que la taille, mais je pensais pas que ça influençait tant que ça, tu vois? C'est ouais, c'est assez impressionnant et moi, je me demandais, je sais pas si tu as réussi à trouver des infos, mais est-ce que tu sais comment ça se passe, quand il y a des nouveaux mâles qui rejoignent, les groupes? Et comment ça se passe pour qu'ils se tapent pas trop dessus ou ce genre de choses? Parce que comme tu disais, le fait qu'il y ait une grosse femelle dominante, ça calme un peu tout le monde, mais ouais, je me demande comment ils font quand il y a tout ce changement que tu as expliqué, quand il y a une nouvelle femelle, que du coup les anciens mâles grimpent dans la hiérarchie. Je me demande comment ça se passe, si ça a déjà été beaucoup étudié en fait, parce que ça se trouve, il y a pas de données sur la chose. Alors ouais, les poissons clowns sont quand même pas mal étudiés, justement pour tous ces aspects, assez intéressants en termes de mode de reproduction et de vie en société. Et ouais, le côté, compétition, intraspécifique, j'avoue, je me suis pas trop penché sur la question, donc je pourrais pas y répondre avec beaucoup de précision. Tout ce que j'en sais, c'est qu'effectivement, les hiérarchies sont par ordre de taille. C'est-à-dire Ouais, que c'est si ça. un nouveau poisson arrive dans un groupe, si c'est le plus petit, et ben, il va pas faire de vagues. Dans l'océan, c'est un peu compliqué. Il va pas faire de vagues, il va rester à attendre son tour, que la croissance des individus reprenne le jour où la femelle disparaît et petit à petit, c'est un peu comme sur un tapis roulant, voilà, les Ouais, c'est premiers ça. individus et Ils voilà. grimpent. C'est une question de compromis aussi pour ces poissons satellites. C'est-à-dire que s'ils intègrent un groupe, eh bien, il faut qu'ils fassent en quelque sorte le pari de se dire: «Je vais attendre de grandir pour peut-être un jour Un devenir un jour, ouais. individu reproducteur». Et si ce jour arrive, si c'est trop long, s'ils voient que devant eux, il y a déjà trois, quatre autres poissons, ils disent: «Ah, je vais peut-être Est-ce pas rester est-ce que là ça vaut bien le pendant coup, quoi? 3, 4 couples», et c'est pour ça que des fois les individus satellites, effectivement, passent d'une anémone à l'autre et peuvent se balader. Après, effectivement, sortir d'une anémone pour en chercher une autre, c'est aussi un risque. Bah Dans oui, l'océan, c'est voilà, il y a dangereux, ils du risquent de se faire danger, bouffer, ouais. l'anémone apporte de la sécurité et effectivement, c'est une question de compromis. Voilà, donc encore une fois, dès qu'il est question de compromis, c'est toujours très difficile de tirer, une conclusion globale qui soit la même pour tout le monde. Ça va être beaucoup de cas par cas, ça va dépendre des espèces, des conditions, et cetera. Donc je vais quand même continuer sur la deuxième histoire et pour Allons-y. rester dans le bain, on va rester dans les milieux aquatiques. Et nous allons nous intéresser cette fois-ci, non pas à des poissons marins, mais à des poissons d'eau douce, à des poissons de rivière ou même de fleuve, parce que cette fois-ci, on va pas parler de n'importe quel fleuve, on va parler du plus grand fleuve du monde, on va parler de l'Amazone. Un fleuve qui serpente dans la jungle, et donc une interaction très intéressante entre les poissons et les plantes. Alors, comment tout ceci se passe? Alors cette histoire a commencé il y a très très longtemps, l'interaction entre les poissons et les plantes. En tout cas, les plantes dont je vais vous parler, ce sont des plantes à fleurs, des plantes qui produisent donc des fruits et des graines. Cette interaction date de l'apparition quasiment des plantes à fleurs, hein, il y a plusieurs dizaines de millions d'années. Alors, comment ça se passe? Quelle va être la nature de cette interaction? Tout simplement, les plantes, eh bien, vont produire des fruits qui vont tomber à l'eau, qui seront mangés par les poissons. Les poissons, en mangeant les fruits, vont déplacer les graines. Ce qu'on appelle de la dispersion. Donc, en tout cas, pour les plantes, c'est de la dispersion. Leurs graines, leur descendance sera dispersée dans le milieu, donc un mouvement vers un nouvel habitat plus éloigné du parent, grâce aux poissons qui mangent les fruits et qui se déplacent. Jusque-là, une histoire, somme toute, assez sympathique, mais ce n'est pas tout, il y a du rebondissement encore une fois. Alors, donc un petit point, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il existe dans ce fleuve de l'Amazone tout un tas de poissons frugivores. Tous les poissons ne sont pas frugivores, mais il y en a, ils sont essentiellement, quasiment exclusivement frugivores. Ils ne mangent que des fruits, ils sont très spécialisés là-dedans. Donc c'est pour ça que là, quand on parlera des poissons de l'Amazone, je parlerai essentiellement des poissons frugivores. Alors, comment ça va se passer? Ces poissons frugivores,
Ils vont tout simplement, comme je vous l'ai expliqué, attendre que des fruits tombent à l'eau, manger les fruits, digérer les fruits, nager comme des poissons. Ils vont finir par déféquer leurs fruits avec les graines qui auront résisté au passage dans le tube digestif, et donc les graines seront relâchées plus loin, dans un espace nouveau, éloigné des parents. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ce passage dans le tube digestif peut même permettre aux plantes de germer plus facilement pour certaines espèces. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant, on reste sur une interaction mutualiste. Cette dispersion, elle est extrêmement importante pour les végétaux. C'est ça qui est important aussi à savoir, c'est que s'il n'y avait pas justement cette dispersion des graines, eh bien les populations végétales pousseraient toutes au même endroit et finiraient par s'étouffer les unes les autres, ce qui serait pas du tout rentable pour une espèce. Ce qui est important, c'est que les plantes puissent envoyer leur descendance le plus loin possible. Et c'est pour ça qu'on retrouve tout un tas de stratégies. Pour les fruits, c'est effectivement le fait d'avoir une chair qui sera mangée par un animal, qui permettra à la graine d'aller plus loin en profitant du mouvement de l'animal. Mais on trouve aussi des fruits qui sont, enfin des graines et des fruits, oui, qui sont portés par le vent, notamment. Voilà. Bref, on peut se poser la question, il y a tout un tas de trucs. Moi, en tout cas, mes préférés en termes de dispersion, c'est les noix de coco portées par les vagues. Ça, c'est assez cool. Mais on va pas parler de ça aujourd'hui, on va parler des fruits dans l'Amazone. Alors, ce qui est intéressant chez les poissons frugivores, c'est qu'il y en a toute une variété et que les poissons, eh bien, comme on l'a vu avec les poissons clowns, sont des organismes qui grandissent et qui, au fur et à mesure, qui vieillissent. Leur croissance est quasiment continue. Donc, la taille, ça compte, effectivement, chez les poissons. Et là, ce qui est intéressant, c'est que parmi toutes les communautés de poissons frugivores, s'il y a un point qui est intéressant dans cette interaction de dispersion des graines, c'est bien la taille. Pour la simple et bonne raison que plus un poisson est grand, et plus il pourra manger des graines de grande taille, des fruits de grande taille, plus il pourra manger au cours de sa vie un grand nombre de graines, ou même en même temps un grand nombre de graines, et plus il pourra nager loin et disperser loin ses graines. C'est-à-dire que plus les poissons frugivores sont de grande taille, et plus ils vont être efficaces dans cette interaction de dispersion, et plus ce sera rentable pour les plantes. Et là, c'est là qu'on a justement notre premier rebondissement un peu malheureux. Je suis désolé, cette histoire est plutôt triste. C'est qu'en fait, voilà, il y a l'impact insoupçonné de la pêche sur ces poissons. Bien évidemment, les poissons frugivores, ils sont pêchés et on peut pas vraiment en vouloir. C'est que, apparemment, j'en ai jamais mangé, mais ils sont très très bons. Comme ce poisson qu'on voit sur l'image, un poisson pacou, qui peuvent atteindre des tailles assez conséquentes et qui sont plutôt bons à manger. Et même pour la pêche sportive, plutôt intéressant à pêcher s'il y a des pêcheurs qui nous regardent. Ce qui est intéressant chez le pacou, c'est qu'il y a une étude spécifique sur cette espèce qui a montré que les individus qui font plus de 45 cm de long, ce qui est assez conséquent, eh bien, sont beaucoup plus efficaces pour disperser les graines. Ils peuvent disperser les graines de beaucoup plus d'espèces de plantes que les individus plus petits, et même d'espèces de plantes qui ne peuvent pas du tout être mangées et dispersées par des poissons plus petits. Alors pourquoi 45 centimètres? Pourquoi cette limite? Parce que tout simplement, 45 centimètres, eh bien, c'est la taille limite pour pêcher le poisson. Alors, jusque-là, c'est plutôt une bonne chose de donner une taille limite pour pêcher uniquement les vieux individus, pour ne pas pêcher les plus jeunes et pour permettre à la population de se reproduire et de s'entretenir sur le long terme. Mais ici, l'impact, c'est que, à force de pêcher des trop gros poissons, quand la pression de sélection devient trop forte, on a justement une forme de sélection qui se met en place, une pression sur ces poissons-là, qui fait que on finit, à terme, au fur et à mesure des générations, par favoriser les poissons qui ont une maturité sexuelle précoce en étant plus petits. C'est-à-dire ceux qui sont capables de se reproduire en étant plus petits que 45 centimètres finiront par prendre le dessus dans la population, devenir de plus en plus nombreux, ce qui fait qu'à l'échelle de la population de poissons, la taille moyenne à maturité diminuera au fur et à mesure du temps, ce qui fait que nos poissons vont devenir en moyenne de plus en plus petits. Et comme on l'a vu, la taille des poissons était très importante pour la dispersion des graines. Alors, en conclusion, encore une fois, une histoire un peu triste, mais qui est très informative. Voilà, la taille moyenne des poissons frugivores, donc, est directement liée au nombre de graines, à la taille des graines et à la distance de dispersion qu'ils vont pouvoir leur faire parcourir. Ce qui signifie que cette taille des poissons, la taille des communautés des poissons frugivores, permet en quelque sorte de participer énormément à la structure des communautés végétales dans un écosystème forestier tropical, en tout cas pour l'Amazone où la forêt est très liée à l'activité de la rivière. Ça permet le maintien de certaines espèces qui ne peuvent être dispersées que par des gros poissons, et donc ça participe à terme à l'équilibre de l'entièreté de l'écosystème forestier.
Et ça, encore une fois, je pense que si on vous avait dit que pêcher des gros poissons, ça pouvait mettre en danger une forêt, on l'aurait encore une fois pas vu venir. Voilà. D'où l'importance de regarder de plus près certaines interactions qui sont extrêmement surprenantes et très informatives sur l'état des écosystèmes. Je pense que je t'ai bluffé là, Agatha, non? Beh, oui, un peu et puis, c'est assez fou. Alors après, ces études-là sur le Pacu dont tu parles, c'est des études assez récentes ou c'est sur 5 ans, 10 ans, 15 ans? Parce que du coup, je me demande, vu que comme tu disais, les gros poissons disparaissent parce qu'ils sont pêchés, est-ce qu'il y a déjà des conséquences sur certains types d'arbres qui ne poussent plus ou qui sont moins répandus qu'il y a 20 ans, mettons? Ou on ne Alors sait pas? pour cette étude en particulier, c'est une conclusion d'une étude assez récente, mais c'est pas une étude, enfin en tout cas la conclusion de l'étude, ça a été la diminution moyenne de la taille des poissons pacu à Ouais, ouais, cause de ouais. la pêche, qu'on a mis en parallèle avec d'autres études qui montraient effectivement que la taille était un facteur important dans la dispersion. Et donc, jusque-là, la conclusion était un peu un signal d'alerte en disant: Mmh. «Attention, ça pourrait causer effectivement des déséquilibres ou impacter certaines espèces». Mais ça n'a pas encore été observé. Ouais, Mais bon, généralement, quand on parle de protection environnementale, c'est mieux d'avoir le principe de précaution et de se dire: dès «Si on l'avant. pense que ça peut arriver, on va peut-être pas attendre que ça arrive, sinon ce sera déjà trop tard». Voilà, donc effectivement, on Mais a ouais. encore du domaine de l'hypothèse et ça, c'est effectivement aussi un point à savoir assez important. C'est vrai que j'avais fait un petit disclaimer au début en parlant des poissons clowns, mais voilà, les interactions dans le monde vivant, vous imaginez bien, il y en a un sacré paquet. Il y en a énormément, donc forcément, quand on se dit la taille des poissons, la dispersion des graines, c'est pas si simple. Il y a énormément d'autres facteurs qui rentrent en compte. Donc on essaye de considérer les facteurs les plus significatifs, les plus importants, mais c'est pas les seuls. Et encore une fois, on n'a pas non plus la science infuse. On sait pas, on découvre des choses, mais encore, on sait pas tout. Et si les poissons deviennent plus petits, peut-être que les plantes, elles, s'adapteraient. On sait pas trop ce qui peut se passer. Ouais, C'est difficile de tirer des conclusions formelles, encore une fois. Et puis là, c'était mais pas vraiment le but. Le but, oui, c'était oui, surtout non, de complètement, découvrir des c'est interactions assez marrantes. et Et du du coup, coup, je j'ai pense que bon. bah, pardon, tu voulais enchaîner? J'allais enchaîner sur la troisième histoire, Eh ouais. beh, vas-y, Je je suis te laisse complètement poursuivre. lancé, je suis on fire et puis du coup, j'ai bien envie aussi de laisser un peu de temps à la fin si jamais on a des questions. Tout Et à la fait. troisième histoire, je pense qu'elle est un petit peu plus longue à raconter, c'est pour ça que je vais essayer de booster le rythme. Et il y a moyen que vous en ayez déjà entendu parler. C'est une histoire qui était assez connue, qui a même été pas mal relayée dans la presse au moment de la publication. Je crois que c'était aux alentours de 2017-2018. Alors, cette histoire, cette fois-ci, on va quitter un petit peu le milieu aquatique, on va retourner sur Terre, dans le parc de Yellowstone aux États-Unis, le plus vieux parc naturel au monde. Voilà. Dans ce parc, du coup, on va y observer une interaction qui est justement peut-être une des interactions écologiques les plus connues et pourtant une des plus, paradoxalement, celle qui a les conséquences les moins connues, en tout cas. La prédation, c'est quelque chose de très simple, hein, c'est l'interaction trophique directe, c'est-à-dire, on bouffe quoi, d'un prédateur sur une proie. Et ici, on va s'intéresser au loup gris, qui est donc prédateur des cerfs. Donc c'est plutôt simple, les loups chassent les cerfs pour se nourrir, et les proies, donc la population de proies, de cerfs, elle est contrainte par la présence des loups, hein, qui vont forcément les manger, donc ils ne pourront pas se développer ou avoir n'importe quel comportement, il faut vivre avec un prédateur. Ça implique, voilà, ça implique un comportement particulier. Alors, le parc de Yellowstone et ses loups, c'est une histoire qui est assez connue encore une fois et qui a de multiples rebondissements. Ce qui est intéressant, c'est que le parc de Yellowstone, je vous l'ai dit, c'est le parc le plus ancien, le parc naturel le plus ancien au monde. Il a été fondé en 1872, alors ça date pas d'hier. Et ce qui est plutôt chouette, c'est que ça permet de reconstituer cette histoire avec plus de 100 ans de données naturalistes et scientifiques. Ce qui n'est pas souvent le cas, justement, quand on s'intéresse aux interactions en écologie. Comme je vous l'ai dit, on a souvent, quand on fait une étude, une image à l'instant T, et des études sur le long terme sont très très rares. Avoir des données anciennes, c'est très important et très instructif. Alors, dans l'environnement du Yellowstone, les loups gris, ils sont au top. C'est les top prédateurs, ils sont au sommet de la chaîne alimentaire, si on peut dire. Ils vont donc manger les cerfs, qui eux-mêmes, donc les cerfs, mangent sont des herbivores, donc ils vont manger les herbes, surtout les buissons, comme les saules. Alors, on parle de chaîne alimentaire, c'est une vision très simple. En réalité, il faudrait plus parler de réseau, parce qu'effectivement, il y a tout un tas d'espèces qui interviennent dedans.
Il y a d'autres prédateurs que les loups, mais il y a aussi des ours, des coyotes, et cetera. Il y a des charognards, il y a des organismes décomposeurs. Voilà, il y a tout un réseau et ça forme c'est pour ça que j'aime pas trop l'image de chaîne alimentaire parce que ça veut dire que c'est, il y a un bout et un autre, c'est plutôt un cycle en fait, hein. Si on se rappelle ce que disait Mufasa dans Le Roi Lion, il disait: «Les lions, ils mangent les antilopes, mais en mourant, ils deviennent de l'herbe et les antilopes mangent cette herbe». Voilà, le cycle de la vie. Donc voilà, gardez en tête que la chaîne alimentaire, c'est juste une portion de tout ce réseau qu'on va étudier. Alors, ce qui s'est passé dans le parc de Yellowstone, c'est qu'il y avait des loups à l'origine, puis ces loups, aux alentours des années 1920, ont fini par disparaître. Ils ont disparu complètement du parc de Yellowstone, il n'y avait plus de loups dans les années 1920. Alors, en conséquence, on l'imagine très bien, eh bien les ongulés, les grands herbivores, les cerfs, se sont mis à proliférer. Forcément, ils ont pu se balader partout sans contrainte, ils ont pu se reproduire partout sans contrainte, voilà. Et leur population a complètement explosé. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les cerfs, mais ce qui est pas vraiment une bonne nouvelle pour les plantes, parce qu'effectivement, dès l'instant où cette population de herbivores a commencé à grandir, eh bien, les buissons et les arbustes ont été de plus en plus broutés. Et surtout pendant les périodes hivernales où, à la sortie de l'hiver notamment, quand ils commencent à faire leurs premières feuilles, leurs premiers bourgeons, ils se font direct croquer, ça les contraint énormément dans leur croissance, dans leur reproduction, ce qui fait qu'à terme, parmi toute la population de buissons et d'arbustes, comme il n'y a pas de régulation des herbivores qui se développent, qui mangent beaucoup, les buissons sont très contraints et finissent par diminuer en nombre, en taille, en densité. Et comme les cerfs peuvent se balader un peu partout, notamment dans les milieux très ouverts où ils n'allaient pas avant parce que les loups, ils pouvaient les détecter et les chasser facilement, eh bien on se retrouve avec des milieux comme les berges des rivières qui se retrouvent très broutés et il y a de la perte de la végétation sur les berges des rivières. Et ça, c'est un gros problème. Pourquoi c'est un gros problème? Parce que si on n'a plus de végétation sur les berges des rivières, les berges des rivières, elles ont plus grand-chose pour les tenir. Les racines des plantes tiennent les berges. Donc là, elles sont extrêmement soumises à l'érosion. D'ailleurs, on le voit hein, sur ce petit graphique, sur l'évolution sur une zone particulière, c'est pas à l'échelle du parc entier, mais sur une zone particulière du parc, on voit que à partir des années 1920 et même un petit peu avant, quand la population de loups diminuait, on a vraiment un effondrement de la végétation des berges. Ce qui provoque effectivement l'érosion des berges, ce qui va creuser le lit de la rivière, ce qui va creuser les berges, élargir tout ça. Les rivières vont devenir de plus en plus linéaires, l'eau va couler tout droit, il y aura plus trop de méandres. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est que le régime de crue va complètement changer. Là où avant il y avait des crues tous les 1 à 3 ans, eh bien, au pire de l'impact environnemental de la surabondance d'herbivores dans le Yellowstone, on avait un régime de crue qui était calculé à environ 75 à 500 ans. Ce qui veut dire que les milieux s'assèchent complètement. Les zones humides qui étaient aux alentours des rivières, du coup, ne reçoivent quasiment plus d'eau, il n'y a plus beaucoup d'inondations, de débordements, ce qui pourtant est un phénomène tout à fait normal et naturel, et finissent par s'assécher. Et donc emportent avec elles, eh bien, toute la biodiversité qu'il pouvait y avoir dans des zones humides, qui sont des milieux à très forte biodiversité. Donc tous les amphibiens, les insectes, certaines plantes, les reptiles, les petits mammifères, les oiseaux, eh bien, sont fortement impactés. Mais, cette fois-ci, l'histoire finit bien, je vous l'assure. Le loup a été réintroduit dans le parc du Yellowstone en 1995, et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on a pu avoir le suivi du avant et après. Qu'est-ce que ça a provoqué, la réintroduction du loup? Eh bien, très rapidement, la présence du loup va bah, contraindre la dynamique de population des cerfs. On le voit sur ce graphique, donc là on a sur le graphique un loup pour 100 cerfs, hein, donc j'ai mis les échelles l'une à côté de l'autre pour que ce soit plus visible, ce qu'on observe très bien, une augmentation de la population de loups, une diminution de la population de cerfs, et ensuite un équilibre, le fameux équilibre proie-prédateur qui est atteint et qui du coup perdure encore aujourd'hui. Alors, comment ça s'est passé? En fait, les loups, ils ont pas tout simplement mangé les cerfs, hein, ils étaient pas assez nombreux pour ça. Je crois qu'il y en a eu une quarantaine qui a été réintroduite à l'échelle du parc, qui fait plusieurs centaines de milliers d'hectares. En fait, c'est surtout juste la présence même du prédateur. Comme je vous l'ai dit, quand les loups n'étaient plus là, les cerfs pouvaient s'aventurer dans les milieux ouverts où ils étaient sinon très visibles et très vulnérables. Eh bien, à l'inverse, quand les prédateurs sont présents, les cerfs ne s'aventurent plus dans les milieux ouverts où ils sont très visibles et très vulnérables. Donc, les cerfs vont modifier leur comportement, ils vont être beaucoup plus craintifs, vont beaucoup moins s'aventurer dans certaines zones, et vont finalement vivre majoritairement en forêt, et vont permettre à l'herbe de repousser dans les zones ouvertes, comme on le voit sur la photo en bas.
Et il y a également aussi le fait, d'un point de vue purement physiologique, que la présence d'un prédateur peut également agir sur la fécondité des femelles. Les femelles, en présence de prédateurs, vont mettre bas, en moyenne, beaucoup moins de petits que quand il n'y en a pas. Hop, hein. Mais ça ne suffit pas. Il suffit pas juste pour que ça arrête de brouter, que l'arbre repousse un petit peu. C'est chouette, mais bon, nos rivières, elles étaient complètement linéaires et complètement ravinées. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je vous le donne en mille, il y a eu le retour des castors. Forcément, quand il y a des plantes qui ont poussé qui se sont mises à repousser sur les berges, eh bien, ces gros rongeurs fans de bois, eh ben, ils sont revenus aussi, ils avaient de quoi construire leurs barrages, leurs digues, etc. Et donc, on a cette corrélation entre l'augmentation de végétation sur les berges et l'augmentation du nombre de castors entre 1995 jusqu'à 2018. Voilà. Là où c'est intéressant, en fait, finalement, les castors, c'est un petit peu les véritables héros de cette histoire. On parle des loups, mais finalement, c'est les castors qui font tout le boulot en termes de réparation des rivières, en quelque sorte. Ce sont des organismes qu'on appelle des organismes ingénieurs, c'est-à-dire qu'ils sont capables de modifier leur environnement et donc de fournir, en quelque sorte, de nouveaux habitats qui n'y étaient pas présents, en faisant des digues et en faisant des barrages pour inonder une certaine partie de la rivière à l'endroit où les castors font leur terrier, ce qui permet d'avoir l'entrée de leur terrier inondée et d'être un peu plus tranquille et moins facilement débusqué par les prédateurs, justement. Eh bien, ça va changer la morphologie de la rivière. La rivière va avoir des zones qui vont être beaucoup moins courantes, beaucoup plus stagnantes, va avoir du coup des débordements dans les prairies alentours, ça va recréer des méandres, etc. Ça va réapprovisionner, ça va redonner de l'eau aux zones humides, et donc forcément, les zones humides reviennent, toute la biodiversité qui était avec aussi, les plantes, les oiseaux, etc. Là, j'en parle pas trop, mais il y a eu des études sur le sujet qui quantifiaient justement ce regain massif et rapide de biodiversité après la réintroduction des loups, ce qui était assez surprenant. En fait, la présence de prédateurs, finalement, cette histoire nous montre bien, c'est un peu un cas d'école. C'est le cas d'école tout simplement parce qu'on a beaucoup de données qui permettent de pouvoir bien connaître cette histoire, mais c'est aussi un peu une situation idéale où on est dans un parc protégé et où il n'y a que les prédateurs. Il y a très peu d'activités humaines. C'est sûr que c'est à mettre en perspective avec les activités humaines. Je ne veux pas trop rentrer dans ce débat, c'est très complexe. Mais la présence de prédateurs permet justement d'agir sur le nombre d'herbivores qui à terme agit sur les strates arbustives, herbacées, buissonnantes, etc. et donc structure même la biodiversité et les habitats. En fait, c'est ce qu'on appelle une régulation par cascade trophique. C'est-à-dire que les grands prédateurs, en étant au top, vont réguler ce qui est en dessous, ce qui régule ce qui est en dessous, ce qui régule ce qui est en dessous, etc., etc. Et donc, par effet de cascade, eh bien, ils permettent d'équilibrer, de structurer les communautés et les écosystèmes. Voilà. Encore une histoire surprenante. Est-ce que tu en avais déjà entendu parler, celle-là, Agatha? Eh ben, du loup, oui, mais des castors, beaucoup moins. Et je suis ravie que tu rétablisses leur rôle dans cette histoire, parce que c'est vrai que c'est impressionnant les images que tu montres de l'état de la rivière, quoi, de voir qu'il n'y a plus de berges. Et puis c'est vrai qu'on peut imaginer, comme tu le disais, c'est vrai que tu sais ça mieux que moi, les zones humides, c'est vraiment des zones qu'il faut préserver, qui sont très fragiles, avec plein d'animaux. Donc ça a dû être horrible de voir la disparition de tout ça. Et puis c'est quoi, en 60 ans, même pas? Enfin, c'est impressionnant de voir à quelle vitesse ça va, quoi. Et c'est C'est... ça qui est intéressant dans cette histoire, effectivement, c'est la rapidité de tout ça. Parce qu'on a beau avoir les connaissances un peu théoriques du fonctionnement des écosystèmes, quand on le voit mettre en pratique avec une dégradation et un regain derrière, en 100 ans, c'est très impressionnant. Ça fait à la fois très peur, on se dit que tout peut être détruit très rapidement, mais ça Mais donne ça aussi revient. beaucoup d'espoir en se disant que si on laisse un peu tranquille et qu'on agit sur les bonnes causes, sur les bonnes interactions, la bonne fonctionnalité, on peut avoir un écosystème qui se remet d'aplomb assez vite finalement. Avec justement les organismes qui vont bien. C'est pour ça que je vais conclure tout ceci avec une petite morale finalement, parce que toutes les bonnes histoires ont des petites morales, et ici, il s'agit plutôt d'avoir une perception sur l'écologie un peu différente. Je parle bien de l'écologie scientifique encore une fois. En tout cas, ma perception des choses, c'est que l'écologie, c'est un grand réseau d'interaction. Le vivant est un grand réseau d'interaction. C'est un maillage entre le vivant et le non-vivant également, hein, et qui du coup agit à différentes échelles. Ça peut agir à l'échelle des individus, à l'échelle des populations, à l'échelle des écosystèmes. En fait, ces interactions sont partout et structurent absolument tout. Et l'importance de ces interactions, c'est justement la diversité également, la diversité du vivant. On n'a pas trop parlé, mais ça a toujours été un peu sous-entendu. Ce qui est important pour avoir
du coup des interactions stables pour avoir justement un maillage puissant. C'est un petit peu ça, la biodiversité, ça va être un petit peu la puissance du maillage d'interaction. C'est-à-dire que plus on a de biodiversité, et plus ce sera quelque chose de résistant, de résilient et d'équilibré. Et quand on parle de biodiversité, c'est vaste. C'est pas juste la diversité en espèces, mais c'est également la diversité de formes au sein d'une espèce, la diversité de taille, on l'a vu avec les poissons, la diversité de comportement, la diversité génétique. Voilà, la biodiversité, c'est vaste et c'est très important. C'était un petit peu le mot de la fin. Voilà. Bien sûr, donc si ces histoires vous ont plu, ça tombe hyper bien parce que je voulais en profiter pour faire un petit instant de promo pour l'association Ad Naturam qui vulgarise justement la biologie et l'écologie. Donc des histoires comme ça, il y en a tout un tas sur notre site internet adnaturam.org. Vous pouvez retrouver des articles, des planches illustrées. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube, pour ne rien rater de nos conférences et de nos animations. Je voulais aussi faire un salut et un merci à toute l'équipe de Délire d'encre et à toute l'équipe technique qui est derrière, que vous ne voyez pas parce que leur webcam est éteinte. Merci, vous faites un super taf. Donc maintenant, c'est la fin. Si vous avez des questions, c'est le moment, c'est dans le chat et on est là pour y répondre. Il y en a. Il y en a des questions. Alors, si tu es prêt, je vais t'en faire monter quelques-unes. Enfin, on va toutes Je les suis aborder. prêt. On peut commencer parce que avec la dernière histoire, celle des loups du Yellowstone, Ouais. il y a quelqu'un qui demande: «Bonjour, je connaissais l'histoire des loups du Yellowstone, appelée le miracle de Yellowstone. Cette situation pourrait-elle se reproduire en France avec plus de loups pour réguler les populations de sangliers, par exemple?» Et ben, c'est justement ce que j'avais essayé de dire en disant le parc du Compliqué. Yellowstone, c'est un peu idéal parce que c'est un espace très préservé avec une activité humaine très faible. Et encore, je dis ça mais pour parler du parc, mais bon, le parc est très vaste, il y a quand même de l'activité humaine dedans, hein. En France, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus complexe à mettre en place. C'est qu'effectivement, les terrains naturels totalement vierges sont quasiment inexistants. Et si les loups ont besoin d'un territoire très grand. Et je suis pas du tout expert sur la question, donc je vais essayer de pas trop donner de détails, je voudrais pas dire n'importe quoi non plus, mais voilà, les loups ont besoin d'un territoire très grand, il y a beaucoup de territoires occupés par l'activité humaine, il y a beaucoup de collusions en fait, et Mmh. c'est pour ça que c'est peut-être un petit peu complexe d'arriver à avoir une population de loups stable et peu impactante pour les activités humaines. Voilà, d'un point de vue purement scientifique, je voudrais absolument pas être militant, j'ai mes points de vue, je sais que d'autres gens en ont, mais ici je vais m'exprimer en tant que scientifique. Scientifiquement, je pense qu'il est possible qu'il y ait des populations de loups qui vivent en France, mais ça implique toute une politique de gestion socio-économique qui du coup ne relève pas des écologues. Et là-dessus, voilà, d'où l'intérêt aussi d'avoir de travailler en collaboration avec d'autres corps de métier qui, pour eux, voilà, c'est vraiment leur expertise. Il faut pas que les scientifiques travaillent seuls. C'est ça un petit peu la conclusion de l'histoire. Si jamais on veut que des loups soient là, il faut que ce soit concerté et travaillé en commun avec les politiques, avec les agriculteurs, avec les populations locales, etc. Voilà. Consulter toutes les parties, quoi. Et d'ailleurs, quand tu parlais du Yellowstone et des loups, tu disais qu'ils avaient disparu en 1920 et des brouettes, mais est-ce que tu sais ce qui a causé la disparition des loups dans le parc? Est-ce que parce qu'ils étaient pas chassés du coup, si c'était un parc protégé? Alors, du coup, les années 1920, c'était pas vraiment la même chose. Donc ouais, les Ah! loups ont disparu, aux alentours des années 1920 et des brouettes. Donc pour les brouettes, je sais pas. Je sais pas ce qu'a causé la disparition des brouettes. Mais pour les loups, effectivement, je pense que c'était alors j'ai cherché un petit peu, hein, j'ai pas vraiment trouvé de cause, parfaite, mais je pense que c'est justement par le fait d'être chassés par l'activité humaine. Il y a quand même du pastoralisme, il y a quand même de l'activité dans le parc du Yellowstone et dans les années 1920, c'était pas du tout l'époque de l'écologie. Ouais. L'écologie, en tout cas, l'écologie, en tant que science, c'est extrêmement récent, hein. On date sa naissance en tant que domaine scientifique reconnu aux alentours des années 70. Donc les années 1920, on n'était pas du tout à réfléchir dans les Il n'y était pas. interactions, du monde vivant. On se disait: «Il y a une bestiole qui mange nos moutons, on chasse la bestiole» et point final. On réfléchissait pas vraiment aux conséquences et d'un côté, bon, c'est une autre époque, on va pas les en blâmer, mais je pense que c'est aussi dû à ça, tout simplement de se dire: «L'environnement, on s'en sert pour notre activité, s'il y a quelque chose de dérangeant, on l'enlève». Voilà, c'était un petit peu du coup la politique, jusque, bah, jusqu'encore maintenant en quelque sorte. Mais voilà, on tend à changer un petit peu cette politique de gestion, mais ça a été le cas et c'est ce qui du coup aussi a énormément modifié les écosystèmes, je dis grâce un petit peu, mais oui, c'est ce qui a extrêmement modifié les écosystèmes sur le long terme et aujourd'hui on vit dans des écosystèmes qui sont
très impacté. On vit pas dans un état de référence naturel parfait. On vit dans un écosystème qui est déjà impacté par une activité humaine qui date de centaines et de milliers d'années. Donc ouais, la disparition des loups, je pense qu'elle est due en partie à l'activité humaine qui se faisait grandissante dans la région. Alors, j'ai une dernière question vis-à-vis du Yellowstone, et c'est Tania qui nous la pose. Merci Tania. Très bien. Alors, c'est marqué bravo pour ces histoires qui montrent bien la diversité des écosystèmes et l'importance de prendre tous les composants et les types d'organismes en compte. Est-ce que tu as des exemples impliquant des micro-organismes par hasard? Des exemples impliquant des micro-organismes. Alors du coup, comme c'est pas vraiment, mon domaine de prédilection, j'ai pas trop cherché là-dedans, mais c'est sûr que ça existe. Parce qu'évidemment, on parle d'interaction du vivant, on parle de différentes échelles. Moi, je vous ai parlé de l'individu, de l'écosystème, des communautés, des poissons, les loups, voilà, c'est super. Après si on prend un seul individu, si on prend un seul poisson, même un seul poisson clown, hein, lui-même est un écosystème, hein. Dans ce poisson, il y a tout un tas de bactéries, de virus qui y vivent et qui n'en sortiront peut-être jamais, donc ils vont faire toute leur vie dedans, voilà. Un organisme vivant est déjà un écosystème en quelque sorte. Et effectivement, donc tout le monde de la microbiologie, eh ben, c'est un peu un monde parallèle, qui va être présent partout et qui va effectivement énormément agir et avoir une grosse pertinence sur la dynamique des populations, et cetera. Donc, on va peut-être pas parler de virus parce que je pense qu'on en entend suffisamment parler en ce moment. Mais oui, dans l'idée, les micro-organismes sont très importants, dans les interactions écologiques. À tel point que c'en est justement un domaine à part entière, hein, de microbiologie, en écologie, un domaine que je ne maîtrise absolument pas. Je pourrais donc pas vraiment donner d'exemples, concrets, mais c'est sûr qu'il y en a si on cherche un petit peu. Et pour revenir aussi sur les poissons clowns, il y a une autre question, et je crois que c'est encore Tania qui la posait, c'est comment on démontre un lien de causalité dans ce genre de cas pour réussir à dire que ça vient vraiment de la taille des anémones? Comment expliquer, comment être sûr vraiment pour expliquer cette relation entre la taille des anémones et la vie sociale des poissons clowns? Ah, c'est une excellente question et c'est une question très importante effectivement, parce que jusque-là, je vous ai montré des graphiques avec des jolies corrélations. Voilà, une corrélation n'implique pas du tout, de facto, une causalité. Il faut qu'on arrive justement à démontrer qu'il y a bien, un effet direct entre les 2. Bon après en écologie aussi, si jamais il y a un facteur indirect qu'on ne calcule pas, ça a quand même de l'importance. Tant qu'il y a un effet, voilà, même que ce soit par effet domino, voilà justement dans le cas des loups, on avait un effet domino, on est quand même sur quelque chose d'important. Pour les poissons clowns, justement, c'était une étude assez récente qui avait mis ça en avant et c'était par de la modélisation. Alors du coup, j'aurais du mal, encore une fois, la modélisation, c'est pas mon domaine de spécialité, donc je peux pas vraiment apporter d'expertise sur la pertinence de leur modèle mathématique, mais c'était de la modélisation sur un très grand nombre de données. C'est ce qui est très stable, en termes de résultats, assez plutôt fiable. Ça reste bien sûr discutable, mais en tout cas, c'était donc le diamètre des anémones était un facteur extrêmement pertinent dans la structure, dans la taille des groupes, voilà, dans la taille des groupes et la structure sociale des poissons clowns. Après effectivement, si vous avez besoin des références, vous pouvez me contacter sur, l'adresse de l'association, adnaturam.org, vous retrouverez notre contact et je peux vous fournir effectivement les références scientifiques si vous me les demandez. Bon, en tout cas, déjà, c'était en dessous de tes Oui, graphiques, on voyait les noms des études dont c'était issu, voilà, donc c'est juste les auteurs et l'année, il y avait pas le c'est vrai, mais ça donne déjà une première base pour chercher. ouais. Écoute, je crois avoir fait le tour des questions. Après, il y a plein de gens qui te félicitent, pour cette conférence, super vivante et passionnante, Merci beaucoup. voilà, donc tu es, acclamée. Il y a quelqu'un qui cite un livre. Ce livre raconte cette même histoire sur une île avec, l'histoire des loups qui reviennent, et on donne la référence, je sais pas si tu as entendu parler, ça a l'air d'être un album jeunesse qui s'appelle «L'île du loup», qui est sous-titré «Fable écologique», et qui, je pense, reprend cette histoire des loups disparus qui reviennent dans un milieu. Je ne connais pas le livre, donc Ah, voilà, je connais pas le livre non plus, mais effectivement, ça a l'air assez intéressant. je vais faire monter la remarque. Et moi, à titre purement, égoïste, du coup, l'exemple du Yellowstone, c'est vrai qu'il est ultra marquant, mais des exemples comparables plus récents, est-ce que tu as, des idées d'anecdotes comme ça de milieux qui ont été appauvris, soit par l'activité humaine, soit par d'autres, et qui a été recolonisé? Est-ce que tu en as comme ça qui te viennent, ou ou c'est une question trop compliquée à froid? Bah, sans doute que enfin, il y a tout un tas d'histoires dans ma tête déjà, faudrait juste que j'arrive à retrouver. Faudrait que j'organise un petit peu tout ce qui se passe parce que
j'absorbe tout un tas de fun facts, d'études, de trucs et c'est vrai qu'après quand on me demande, c'est pas forcément évident de trouver le truc qui correspond. Ça se trouve, je vais me réveiller à 3 heures du matin cette nuit et me dire: «Ah beh oui! J'aurais dû dire ça». Donc du coup là non, il y a pas grand chose qui me vient, donc ça veut pas dire qu'il y a rien. Sans doute qu'il y a pas mal de cas, qui doivent être documentés et sans doute très bien mais là j'en ai pas en tête tout de suite. Et c'est vrai que le Yellowstone, c'est celui qui revient souvent, mais c'est vraiment impressionnant de voir à quel point, juste la disparition bon, comme tu le disais, c'est plus compliqué que ça, il y a pas juste le loup qui vient et qui réapparaît, mais c'est impressionnant de voir quelles conséquences ça a sur, un parc, comme tu dis, qui est, très grand avec, tout ce réseau de plantes, d'animaux, c'est ouais, ça c'est je pense que c'est un bon terreau pour pousser les réflexions sur l'impact d'un tout petit élément de la chaîne, quoi. Après, c'est s'il y a pas trop de questions, je vais digresser un petit peu sur ce parc du Yellowstone, mais ouais, ce qui est intéressant aussi dans tout ça, c'est que ça remet aussi en perspective notre vision de l'environnement en tant que comme j'avais dit, en tant qu'état initial, c'est-à-dire en qu'est-ce qu'on attend d'un environnement? Moi, ce qui m'avait marqué dans cette histoire surtout, c'était le fait que, bah, en fait, on se félicite du fait de la reprise des strates buissonnantes et arbustives. Justement, le fait que, bah, les milieux de prairies vont devenir buissonnants, vont devenir des forêts, donc vont suivre leur dynamique de succession forestière classique pour arriver à recouvrir à redevenir des forêts finalement, qui est le climax environnemental. Et paradoxalement, on se retrouve aussi avec, des politiques de gestion de territoire où on nous dit: «Il faut maintenir les milieux ouverts, c'est important d'empêcher la forêt de recoloniser parce que les prairies, c'est bien pour la biodiversité». Ce qui est vrai aussi, mais du coup, on se dit à ce moment-là, on peut se poser une question un peu philosophique, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le mieux pour notre environnement? Est-ce que c'est le mieux de viser une grande biodiversité? Est-ce que c'est mieux de contrôler la fonctionnalité des interactions? Ou est-ce que c'est mieux de laisser faire, de laisser aller et de justement laisser l'environnement trouver son équilibre? Dans le cas du Yellowstone, on se dit: «C'est très bien de laisser l'environnement trouver son équilibre». Mais dès l'instant où on est dans un environnement où nous on vit, où on a nos villes, où on a nos champs, où on a nos élevages, notre activité, et ben, on peut pas vraiment laisser la nature tout faire toute seule. Et inversement, on peut pas nous non plus tout foutre en l'air. Il faut trouver un bon équilibre et cet équilibre-là, bah, il peut se trouver sur la base de données écologiques, mais il se trouve aussi un petit peu au fond de chacun d'entre nous, dans notre perception de l'environnement, je pense. Et se dire que finalement, ce qui est important, c'est pas forcément d'avoir le plus d'espèces ou c'est pas forcément d'avoir le plus joli jardin bien tondu. Ce qui compte, c'est d'avoir un milieu fonctionnel et équilibré. Voilà. Un exemple qui revient souvent et contre lequel je râle tout le temps, hein, j'ai tout le temps la gueule quand je vois ça, c'est quand c'est les périodes d'inondation, les périodes de crues et où on nous dit: «Ah là là, on a encore des crues, oh là là, on est encore inondés, les pieds dans l'eau». J'ai envie de dire, beh, voilà, on l'a vu avec le cas du Yellowstone, c'est tout à fait normal et naturel qu'il y ait des crues et c'est même particulièrement bon pour les écosystèmes. Les rivières ont besoin de déborder, les écosystèmes environnants ont besoin d'être inondés. C'est juste que nous aussi, à force de contraindre nos rivières, à force de les rendre linéaires, d'y mettre des digues, de les empêcher de vivre leur vie de rivière finalement, eh ben, on se retrouve à modifier la dynamique hydrologique et donc on a des grosses inondations dans des milieux, urbains où on n'aurait pas aimé les y voir. Et une méthode simple pour éviter ça, on n'en parle jamais, c'est ça qui me fait grincer les dents, c'est tout simplement de remettre en place des zones humides, de remettre en place des zones autour des rivières pour laisser ces rivières s'exprimer, de pas les contraindre et de se dire: «On laisse la place aux rivières. Mmh. Nous, on va se mettre un peu en recul, on va arrêter de toujours essayer de prendre le pas sur l'environnement» et ça déjà, bah, ça permettrait, ben, une meilleure entente entre l'activité humaine et l'équilibre environnemental. Voilà, il y a tout un tas de petits cas comme ça où on se dit: «Il faudrait écouter plus souvent les scientifiques écologues». Voilà et bien faire le Oui. distinguo entre l'écologie scientifique, la discipline, factuelle, objective, référencée, sourcée, qui n'est pas forcément toujours juste, hein. La science évolue, on en apprend tous les jours. Mais bien différencier ça de l'idéologie écologiste, qui est une idéologie, hein, donc pas bien ou mal en soi, mais qui n'est pas forcément toujours basée sur des faits scientifiques, sur un fonctionnement concret. Donc c'est important de prendre en compte les 2 et de voilà, je trouve que la science écologique n'est pas souvent pris en compte dans les décisions. C'était le petit grinçage de dents, coup de gueule du moment. Ah oui, tu as raison, c'est vrai qu'il faut un peu plus écouter ceux qui ont les connaissances et qui pourront dire que construire une maison à moins d'une certaine distance d'une rivière capable de sortir, de son lit, c'est pas une très bonne idée. Ou faut en assumer les conséquences. C'est ça. Eh ben, écoute, je crois qu'il n'y a plus de questions. Il y a encore plein de gens qui te disent bravo.
Tania qui dit: «Désolée pour les questions pièges et merci pour la conf qui était vraiment très bien». Donc écoute, C'était des questions pièges. J'aurais dû m'en douter. je crois que tout le monde était ravi. Après, il est 17h50. Je ne sais pas à quel moment il faut rendre l'antenne ou si tu peux encore digresser sur, l'écologie et sur le distinguo. Écoute, moi, personne me dit rien dans l'oreillette, alors je Ah bah, tant que l'oreillette est muette, je pense qu'on peut se permettre de digresser. Faut pas hésiter aussi, si dans le chat, il y a des questions qui viennent maintenant, de les faire remonter ou même de digresser avec nous s'il y a des digressions intéressantes de votre côté aussi, hein. Voilà, faut vraiment pas hésiter. Non, après oui, pour digresser, il y a pas de problème, faut juste me lancer sur un sujet. Après je suis parti, voilà. beh, tu évoquais les zones humides et je sais que tu travailles quand même beaucoup avec les amphibiens et c'est des animaux dont on parle peu et comme tu le disais, ce sont des milieux très particuliers du coup. Moi bon, c'est une question un peu naïve et très large, mais ces zones humides, pourquoi est-ce qu'elles sont si riches et pourquoi est-ce qu'il est si important de les protéger? Parce qu'on l'a vu la création de ces zones humides avec, les zones de crue, on pourrait se dire: «Ouais, pourquoi est-ce que c'est si important au final?» Bah, alors du coup, alors une réponse un peu bateau, hein, mais ce qui est très important, dans les zones humides, bah, c'est l'eau, en fait. Disons que la vie dépend de l'eau. Donc à partir de là, on se dit: «S'il y a de l'eau, c'est un milieu important» et quand on dit les zones humides, bah, c'est extrêmement vaste en termes de milieux. Ça veut dire c'est tous les milieux, par définition, c'est tous les milieux où il y a de l'eau et de la terre. Voilà. Donc Donc c'est-à-dire on ça peut va aller d'une dire rivière à une tourbière ou le milieu de l'océan, c'est pas vraiment une zone humide. Un littoral, c'en est une. mmh. Voilà, une rivière, c'en est une. Une tourbière, un marais, une mare, c'en est une. Et donc en fait, on a effectivement une grande diversité de zones humides, à la fois dans leur morphologie, dans leur fonctionnement, dans leur dynamique, dans les espèces qu'elles abritent. Donc encore une fois, parler de zones humides de manière générale, c'est toujours un peu, voilà, un peu complexe. Il y a forcément énormément de cas par cas. Mais c'est très important parce que de manière, en moyenne, ces zones humides, c'est les milieux sur Terre où il y a la plus grande biodiversité. Donc c'est-à-dire que je crois qu'il y a, j'ai plus le chiffre en tête, mais un très grand pourcentage de la diversité du vivant sur Terre dépend directement des zones humides. Soit parce qu'elle y vit, soit parce qu'elle s'y reproduit, soit parce qu'elle s'y nourrit. Sans compter également à quel point c'est important aussi pour l'activité humaine, hein. Là, il faudrait qu'on parle pas trop des humains, c'est plus une question de sociologie, mais les zones humides sont aussi très importantes chez les humains. D'ailleurs, il suffit de voir la répartition des populations, elle est jamais très loin de l'eau, de manière générale. Voilà, donc c'est quand même des milieux très importants, et c'est des milieux qui sont aussi, bah, indispensables pour le fonctionnement du cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, c'est un truc qui est assez connu, on se dit voilà, l'eau elle s'évapore, elle retombe sous forme de précipitation, puis elle ruisselle, elle retourne à la mer, puis elle s'évapore, etc. Ça fait ce cycle. Ouais, mais le truc c'est que le chemin entre les précipitations et la mer, eh ben, il n'est pas forcément, voilà. Il faut éviter effectivement la pollution, il faut éviter d'avoir de l'eau qui s'écoule trop vite, encore une fois, c'est très important d'avoir des retenues. Quand on parle par exemple de sécheresse, où on se retrouve avec des milieux qui sont, bah, d'ailleurs on a des rendements agricoles de plus en plus impactés par la sécheresse, ça vient aussi du fait que les sols deviennent de plus en plus secs. Si les sols sont de plus en plus secs, c'est tout simplement aussi parce que le régime hydrologique fait que l'eau ne stagne plus à certains endroits. On assèche des zones pour en faire tout un tas de trucs, voilà, c'est pas vraiment la question, mais une fois que ces zones sont asséchées, si on laisse pas l'eau y revenir et c'est accumulé un peu comme dans une éponge, eh ben, le jour où il fera très sec, eh ben, on aura plus d'eau en fait, on a plus ces réserves d'eau. Les zones humides agissent en quelque sorte, pour les zones humides stagnantes, comme des grosses éponges qui du coup peuvent absorber les crues, ce qui est déjà une bonne chose, et qui du coup aussi vont restituer l'eau qui est accumulée de manière progressive et vont permettre d'éviter des épisodes de sécheresse trop intenses. C'est fonctionnel. D'un point de vue purement fonctionnel, c'est extrêmement important. Et d'un point de vue, donc, effectivement, biodiversité, c'est très important. Voilà. Donc, rien que pour ça, ce sont des milieux qu'il faut absolument préserver. Et ce sont paradoxalement les milieux, vous vous en doutez, les plus menacés au monde, les plus détruits dans le monde. Et rien qu'en France, on a ouais, plus de la moitié des zones humides qui ont disparu depuis les années 60. Ouais, c'est Il y a une impressionnant. accélération de la destruction des habitats qui est absolument affolante, dont on se rend pas forcément compte, tout simplement parce que, bah, on n'a pas tout le temps le nez dans l'environnement et qu'on se dit quand on voit la nature, on se dit: «Ah bah, c'est chouette, une forêt, oh, une rivière». Bah, en fait, ça se trouve la forêt, c'est juste des peupliers qui ont été plantés il y a 10 ans, la rivière, c'est juste un fossé qui a été creusé comme ça pour, pouvoir drainer les champs et finalement, il y a pas grand chose de naturel et de fonctionnel dans tout ça. C'est pour ça qu'il est aussi important d'avoir un peu cette compréhension fonctionnelle de l'écosystème, du vivant et du non-vivant. C'est assez important. Si on se concentre effectivement tout le temps sur le vivant, faut pas non plus oublier ce qui est non vivant. Donc le climat, ça on en entend beaucoup parler, mais il y a effectivement toute l'hydrologie, et cetera, qui compte beaucoup. Le cycle des nutriments aussi, tout ça, voilà.
Donc il faut accepter de vivre même avec les cours d'eau et les moustiques, c'est quand même très important. On me dit dans l'oreillette que c'est le moment de finir, donc Eh ben, je te suggère de conclure. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir été, d'avoir posé vos questions. Merci Hugo pour cette présentation et ces anecdotes écologiques qui nous ont appris plein de choses. Et puis, à plus tard. eh ben oui, à la prochaine. Merci à vous d'avoir suivi, c'était très sympa.